Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce mercredi, la montée en Pro B de l'UJAP Quimper. Les basketteurs ont battu Soufel-Weyerscheim ce mardi soir 92-79. Les premières épreuves du baccalauréat sont prévues le 15 juin et pour les révisions, les lycéens dorés ont la médiathèque pour eux tout seuls. Et puis de la gourmandise aussi dans cette édition puisque l'on visitera les coulisses de fabrication de la crêpe dentelle. Dans le duplex, on retrouvera Hervé Chambonnière. Bonjour Hervé. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez de nouveaux militants bretons. Oui, des militants qui sont pour certains attirés par les actions violentes. Eh bien, vous nous en direz plus dans un instant, Hervé. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 31 mai 2017. Et des images de joie pour débuter ce journal. Les basketteurs de l'UJAP Quimper l'ont emporté face à Soufel-Weyerscheim ce mardi soir. En finale, retour des playoffs de NM1. Après un début de match difficile, les hommes de Laurent Forest ont finalement réussi à s'imposer. Et avec cette victoire, ils signent leur montée vers la Pro B. On va écouter la réaction de l'entraîneur. Il est au micro de la Fédération française de basketball. J'ai une équipe de caractère. J'ai une équipe avec des mecs de caractère, capable et peut prendre le feu à tout moment. On a gagné parce qu'on est une équipe. Et voilà, je suis content de voir ça. Avant, j'étais de l'autre côté. Je voyais là, je vois de l'extérieur, mais les mecs jouaient. C'était tout ça. Et donc, je suis très content. Heureux pour le club, heureux pour les joueurs. Et les joueurs de l'UJAP Quimper sont revenus ce mercredi sur les terres bretonnes. Les supporters étaient bien sûr présents pour les accueillir et les féliciter. Avec cette montée, la Bretagne remet un pied dans la ligue professionnelle de basket. Aucun autre club régional ne fait partie de cette élite. Dans l'actualité bretonne, il y a aussi ce rassemblement prévu ce samedi à Quimper à l'appel d'une vingtaine d'associations finistériennes. Leur objectif est d'aider 19 personnes originaires du Soudan, d'Afghanistan ou encore de Somalie à rester en France pour pouvoir faire leur demande d'asile. Pour l'instant, ces migrants sont menacés d'expulsion vers le pays européen par lequel ils sont arrivés. Les autorités pourraient les renvoyer d'ici une quinzaine de jours. Une pétition a également été mise en ligne pour soutenir ces personnes. Elle a recueilli pour l'instant près de 500 signatures. David Torondel de la Ligue des droits de l'homme est au micro de Camille Pochet. Ils ont des raisons objectives de demander l'asile en France. La préfecture ne le permet pas pour l'instant parce qu'ils sont placés dans ce qu'on appelle une procédure Dublin. C'est un accord européen à la base qui stipule que la personne doit demander l'asile dans le premier pays européen où elle est entrée, où elle a été identifiée. Le préfet peut décider de lui accorder le droit de déposer une demande d'asile en France. Nous avons des contacts réguliers avec la préfecture, ça se passe très bien. Là, ce que nous demandons, c'est qu'ils appliquent cet article 17, c'est-à-dire qu'ils étendent le dédublinage aux personnes qui nous ont été signalées. Un mot de politique et en pleine campagne des législatives, tous les soutiens sont bons à prendre. Alain Juppé, ancien candidat à la primaire Les Républicains, est venu supporter Maël de Calon ce mardi en fin d'après-midi, candidat de la droite pour la 4e circonscription du Finistère. Ils ont notamment visité le centre de rééducation Père Haridi à Roscoff. Une réunion publique était par la suite organisée, toujours en présence du maire de Bordeaux. Et à défaut d'hommes politiques à la stature nationale, certains candidats misent sur l'originalité pour se faire remarquer par les électeurs. Dans le Morbihan, Damien Girard, candidat Europe Écologie Les Verts dans la 5e circonscription du Morbihan, a eu l'idée de proposer un tract qui se plante et donne des fleurs. Une idée originale et unique dont il nous parle devant la caméra de Xavier Patrijon. Dans ce tract-là, il y a des graines de fleurs. Ah bon ? On a vu qu'un journal japonais imprimait sur du papier qui contenait des graines de fleurs. C'est dû que ça s'adaptait assez bien au type de campagne qu'on voulait mener. D'abord une campagne un peu poétique, détendue. Et puis voilà, on avait envie de faire le lien, faire en sorte que le tract il n'ait pas un usage unique et qu'il soit vite mis à la poubelle, mais qu'il serve aussi qu'il y ait une seconde vie derrière. Ça commence à se savoir via la presse, les réseaux sociaux. On a même des gens qui viennent chercher le tract un peu de façon spécifique en disant « j'ai vu que vous aviez un tract qui fait des fleurs, voilà, est-ce que vous pouvez m'en donner un ?»
Le 15 juin, les lycéens débuteront le long marathon des épreuves du baccalauréat. Il est donc plus que temps de se mettre aux révisions. À Auray, dans le Morbihan, la médiathèque était ouverte chaque mardi soir du mois de mai pour les lycéens exclusivement. Le reportage de Clara Gestin. Ambiance studieuse et concentration. Chaque mardi de mai, la médiathèque a réservé le créneau 18h30-20h30 aux lycéens pour les révisions du bac. Ouais, ça nous aide quoi. Enfin, on n'a pas les téléphones ou les ordinateurs à côté, du coup on peut se concentrer. C'est pas la première fois que je suis venue et franchement ça me permet de beaucoup plus travailler que chez moi, donc c'est mieux quoi. On approche du bac, donc ça devient assez important de s'y mettre quoi. En tout, une trentaine d'étudiants a poussé les portes de la médiathèque sur les séances de mai. C'est en entendant parler de ce projet à la médiathèque d'Hennebon que les 9 salariés de la bibliothèque ont décidé de se lancer. On aime bien trouver des idées originales et qui puissent aussi aller en direction des jeunes. Un public qu'on ne voit pas forcément à la médiathèque, qui sont plus habitués à leur CDI. Et le fait de leur ouvrir et de leur dédier vraiment la médiathèque avec cet horaire-là, on s'aperçoit que c'est comme si on prenait soin d'eux. Et du coup, ils ont envie de revenir à la médiathèque sur les horaires habituels, quoi. Clap de fin pour ce mois de révision, mais des idées sont déjà en tête pour l'an prochain. Faire une carte blanche à des professeurs qui pourraient parler de philosophie ou à des professeurs qui se sont un peu spécialisés dans le coaching pour la préparation aux examens, etc. Bon, là, on est en train de réfléchir sur comment faire l'année prochaine. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'on a envie de continuer, quoi. Voilà. La réflexion se porte aussi sur le créneau horaire. L'idéal serait une ouverture poussée jusqu'à 21h. En attendant, bon courage à tous pour les dernières révisions. Assiste-t-on au retour de mouvements indépendantistes armés en Bretagne? Hervé Chambonnière nous en dit plus dans le duplex. Alors Hervé, vous avez consacré une enquête sur une nouvelle génération de militants bretons dont certains sont attirés par la violence. Pourquoi cette enquête ? Alors, on l'a peut-être oublié, mais dans la foulée du mouvement des bonnets rouges en 2013, on a vu se multiplier les actions violentes. On peut notamment citer la bombe qui n'a pas explosé devant le centre des finances publiques de Lanmeur fin 2013, les cocktails Molotov lancés sur des gendarmeries ou cette petite bombe devant le siège social de Variscan-Mines en 2016. On voit aussi refleurir les sigles ARB, initiales de l'armée révolutionnaire bretonne, et FLB pour Front de libération de la Bretagne. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs mouvements derrière ces actions ? Alors pour schématiser, les attaques contre des bâtiments de l'État et les radars fixes semblent porter la signature de l'extrême droite nationaliste bretonne. Et derrière les actions menées contre les projets miniers dans les Côtes d'Armor, par exemple, pourrait se cacher l'extrême gauche avec des liens dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les autorités semblent prendre cette menace très au sérieux ? Oui. Alors depuis 2014, les forces de l'ordre, notamment antiterroristes, ont procédé à 23 interpellations. Il y en a eu 11 en 2014. Ces personnes ont été jugées et condamnées. Mais depuis, sur les 12 interpellations qui ont suivi jusqu'en janvier dernier, une seule personne a été mise en examen. Il s'agit d'un Finistérien âgé de 74 ans. Alors, il faut relativiser aussi. Derrière ces militants, il y a des parcours chaotiques, des profils encore plus folkloriques que ceux que l'on pouvait parfois croiser du temps de la RB il y a près de 20 ans. On a par exemple trouvé des groupuscules et des documents secrets qui prêtent plus à rire qu'autre chose, mais c'est aussi là le danger. Personne n'a oublié que le 19 avril 2000, une bombe a tué une jeune innocente à Quai-Vert. Laurence Turbec avait été fauchée la veille de ses 28 ans devant le McDonald's où elle travaillait. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces explications et plus d'informations dans le Télégramme. Et changeons maintenant radicalement de sujet. On va parler d'une spécialité régionale qui fait craquer les palais en Bretagne, mais aussi à l'étranger. C'est la crêpe dentelle. La société Locmaria, spécialisée dans la confection de ce biscuit, a construit il y a un an une nouvelle usine à Dinan. Mathilde Kemener a pu y pénétrer. Elle nous révèle quelques secrets de fabrication. La gavotte, un biscuit centenaire, il est né d'un oubli, une crêpe laissée trop longtemps sur le bilic. Pour ne rien jeter, la crêpière l'enroule et la croque. C'est la naissance de la crêpe dentelle. Depuis, la recette n'a pas changé. Alors pour faire des gavottes, il faut de la farine, du sucre, du beurre, un petit peu de produits laitiers et beaucoup d'amour. On est sur une recette vraiment de tradition. Mais pour une partie de la fabrication, interdiction de filmer, le leader de la crêpe dentelle se protège. Ce qui reste secret, c'est l'enroulement de notre crêpe dentelle. C'est ce qui fait son croustillant unique qu'on ne retrouve pas d'ailleurs.
Aujourd'hui, ce biscuit est dégusté dans 60 pays différents. Sur cette chaîne de production, 1 sur 2 sera envoyé à l'international. Les gourmets du monde entier sont friands de la crêpe dentelle Gavotte de Bretagne. Au-delà de la recette, bien évidemment, qui plaît, il y a toute l'histoire qui est attachée à ce produit. La découverte de la France et de la région de la Bretagne est un vrai point d'intérêt pour les étrangers. Un marché en développement, alors cette nouvelle usine a été construite pour doubler la production, toujours sur ces terres historiques dans le bassin de Dinan, non loin de la première usine qui reste en fonctionnement. Une assemblée naturelle d'installer à Dinan pour renforcer l'ancrage territorial de notre marque Gavotte. L'entreprise Gavotte a été labellisée patrimoine vivant pour sa maîtrise des techniques traditionnelles. Elle emploie une centaine de personnes et 10 embauches sont prévues dans les prochains mois. Ce petit biscuit, qu'il soit sucré, salé ou en pâte à tartiner, semble avoir de beaux jours devant lui. Une partie du patrimoine immobilier de Landerneau mis en vente. La ville a décidé de se séparer de quelques bâtisses anciennes pour des raisons financières. Et Camille Pochet nous fait visiter certains de ses biens. Landerneau vend certains de ses biens immobiliers. La maison du Toaya en centre-ville ou encore la maison Sirène par exemple. 7 biens se retrouvent sur le marché. Pour la ville, continuer à les entretenir reviendrait trop cher. Ça nous apporte des rentrées financières. D'autre part, ces biens sont très coûteux, énergivores en consommables, en fluides, et puis sont inadaptés aux utilisateurs par manque d'accessibilité. Pour cette maison du Toaya, la rénovation pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. À l'intérieur, on découvre des beaux volumes laissés à l'abandon. Sur les 7 biens mis en vente, tous n'auront pas la même utilité selon les acheteurs. Certains biens vont être réhabilités en habitat, d'autres vont être mixtes, par exemple je pense à la salle municipale. La destination c'est au rez-de-chaussée un commerce, puisque nous voulons redynamiser le centre-ville au niveau commercial, d'autant plus qu'il y aura un autre commerce ici. Et au premier étage sans doute salle de dégustation. Et le deuxième étage est préservé en habitat. But de l'opération, renflouer les caisses de la municipalité. Mon objectif, puisque c'est moi qui en suis le responsable, c'était d'atteindre 1 million d'euros cette année, en 2017. Je croise les doigts, mais je pense pouvoir l'atteindre. Parce que certains biens sont déjà vendus, donc cela c'est maîtrisé. La salle municipale, c'est pratiquement acquis, donc là on connaît le montant. On a bon espoir d'atteindre les objectifs. Les élus l'assurent, les associations locataires dans certains des lieux mis en vente seront toutes relogées. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Bonne soirée.